Mes chers étudiants de 3e A, bonjour, j'espère que vous vous portez bien. Les conditions actuelles, le confinement ne me permettent plus de pouvoir vous donner cours face à face dans une classe. Je vais donc avec vous aujourd'hui faire ce dernier cours par vidéo. Alors, je vais voir avec vous une matière importante qui est le contrat de travail. Je vais essayer d'être le plus précis et le plus clair possible parce que c'est pas toujours simple de comprendre, surtout lorsque je vous donne cours par vidéo. Alors, on a déjà vu l'année passée ce qu'était le contrat. Le contrat, c'est un accord de volonté entre deux parties. Bien, le contrat de travail, c'est un type de contrat, et donc c'est un contrat entre deux parties, un employeur et un travailleur. Dans ce contrat, le travailleur va mettre à disposition de l'autre partie, c'est-à-dire son employeur, sa force de travail, avec un pouvoir de direction et de contrôle dans le chef de l'employeur et contre rémunération. Si tous ces mots-là ne sont pas repris dans le lien d'obligation entre ces deux parties, on n'est pas dans un contrat de travail. On peut être par exemple dans un contrat entre deux indépendants, c'est ce qu'on appelle un contrat d'entreprise, où un indépendant va mettre à disposition de l'autre indépendant sa force de travail pour un travail bien défini, mais sans ce pouvoir de contrôle et de direction. C'est-à-dire que l'indépendant sous-traitant a toute liberté pour accomplir la tâche qu'il lui est demandée. Un médecin qui aurait une secrétaire indépendante, et celle-ci devrait dicter son courrier, pourrait le faire au moment qu'elle veut, quand elle veut, pourrait même demander à quelqu'un d'autre de taper le courrier. Ce qui est demandé, c'est que le courrier soit rédigé. Peu importe qui le fait, peu importe à quelle heure il est fait. Vous voyez que dans ce cadre-là, ces deux personnes sont liées par un contrat d'entreprise, ce n'est pas un contrat de travail, parce qu'il n'y a pas cette autorité et ce contrôle, notion que nous allons voir maintenant. Alors, sachez que le contrat de travail n'est pas obligatoirement obligé d'être rédigé par écrit. On peut avoir un contrat de travail oral, c'est-à-dire il n'y a pas de contrat, il n'y a pas ce que je vous ai dit l'année passée d'instrumentum, de papier signé entre les parties. Ce n'est pas pour ça qu'il n'y aurait pas un contrat de travail. Certains contrats de travail doivent absolument être rédigés par écrit lorsque ce sont des contrats de travail à durée déterminée, mais le contrat de travail à durée indéterminée peut tout à fait être valable même s'il n'y a pas d'écrit. Donc je répète, le contrat de travail c'est un contrat entre deux parties, un travailleur, un employeur, contrat par lequel le travailleur va mettre à disposition de l'employeur sa force de travail, sous le contrôle et l'autorité de ce dernier, et bien sûr sous rémunération. Alors le travail, c'est l'objet même du contrat. Si on ne s'est pas accordé pour bien définir ce qu'était le travail qui est demandé, il n'y a pas de contrat de travail. Il faut vraiment que dans ce contrat, la tâche que le travailleur va devoir exécuter soit quand même suffisamment définie pour que le travailleur puisse savoir ce qu'on attend de lui.
Alors, c'est important aussi de préciser que ce travail, comme tout contrat, ne doit pas être contraire à l'ordre public. C'est-à-dire, je ne pourrais pas vous engager dans le cadre d'un contrat de travail pour un travail qui serait puni par le code pénal. Je ne peux pas vous engager comme tueur à gages. Je ne peux pas vous engager pour aller casser la figure à quelqu'un. Je ne peux pas vous engager pour me fournir des prestations sexuelles. Ce genre de type de contrat est tout à fait prohibé et serait dès lors nul. Alors, le contrat de travail, ce n'est pas un contrat d'apprentissage. Parce que dans le contrat d'apprentissage, la nature même, l'objet même du contrat, c'est apprendre à quelqu'un son métier. C'est donc pas un contrat de travail. Ce n'est pas non plus un contrat de stage, parce que le contrat de stage consiste à former quelqu'un dans la pratique dans une entreprise. Il est proche du contrat quelque part d'apprentissage. Les objets du contrat sont d'apprendre à un autre la manière de travailler. Mais ce ne sont donc pas des contrats de travail, ce sont des contrats spécifiques qui ont leur spécificité juridique, c'est-à-dire les droits et les obligations, mais différents du contrat de travail. Alors, c'est quoi l'autorité, c'est quoi le contrôle? L'autorité, c'est le fait pour l'employeur d'avoir le droit de vous donner des ordres, de vous dire tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, et de contrôler si les ordres qu'il vous a donnés ont bien été exécutés. C'est les deux caractéristiques de ce pouvoir de direction, donner des ordres et les contrôler. Alors, il ne faut pas forcément que ce pouvoir de direction soit exercé d'une manière permanente et de manière effective. Il suffit que l'employeur puisse exercer ce contrôle pour que l'on rencontre les notions de contrat de travail. Alors, petite remarque, certains travailleurs ont une certaine liberté, voire une grande liberté organisationnelle ou autre, dans le cadre de la manière dont ils effectuent leur travail. Ce n'est pas pour cela qu'il n'y a pas de lien de subordination. Je vous ai dit, le lien de subordination, il existe. L'employeur n'est pas obligé de l'exercer de manière constante, mais il existe. Et donc, dans ce cadre-là, on est dans un contrat de travail. Alors, la rémunération. La rémunération, c'est quelque part le salaire. Mais ce n'est pas que le salaire. C'est le salaire plus tous les avantages que vous allez pouvoir retirer, donc qui vous sont octroyés suite au contrat de travail. Ça peut être un logement de fonction, ça peut être une voiture de fonction, ça peut être un GSM, le repas de midi, etc., etc. Tout cela auquel l'employeur vous donne droit suite au contrat de travail font partie de la rémunération. Et on verra lorsqu'on va calculer le préavis, le montant du préavis, qui est donc un certain nombre de semaines ou de mois de rémunération, que doit être compté dans cette somme qui vous sera octroyée, non seulement le salaire, mais aussi les avantages. Et donc, cette rémunération est un objet vraiment essentiel du contrat. Le travailleur bénévole, quant à lui, n'est pas lié par un contrat de travail, puisque l'élément même de la rémunération fait défaut. S'il n'y a pas de rémunération, il n'y a pas de contrat de travail. Et les bénévoles, eux,
sont repris dans la loi du 3 juillet 2005. Ce bénévole peut être indemnisé des frais qu'il a supportés, mais il n'est pas question que ce soit considéré comme un salaire et dès lors comme un contrat de travail. Alors, le montant de la rémunération, il est convenu entre les parties, mais l'employeur n'est pas entièrement libre. Des conventions collectives de travail, secteur par secteur, définissent le salaire minimum, le salaire horaire ou le salaire mensuel minimum, et donc l'employeur ne peut pas descendre en dessous de ce salaire minimum par rapport à ce qu'il vous octroie mensuellement. Par contre, il peut bien sûr dépasser ce montant minimum et vous octroyer un salaire supérieur au montant minimum, et c'est ce salaire-là qui doit faire l'objet donc de l'exécution du contrat dans le chef de l'employeur. Alors, petite remarque, il n'y a pas de principe général qui voudrait que tous les travailleurs d'une même entreprise devraient avoir la même rémunération pour le même travail fourni. Pour un même travail fourni, A peut avoir une rémunération de autant, B une rémunération d'autant, tant que l'employeur ne va pas au salaire minimum inférieur, donc ne va pas en dessous du salaire minimum, il peut absolument faire ce qu'il veut par rapport au salaire de ces travailleurs qui font pourtant le même travail. Ça reste une liberté dans le chef de l'employeur. Alors, autre avantage en nature que vous pourriez avoir, je vous ai dit une voiture de société, une assurance hospitalisation, le forfait Internet, etc., etc., etc. Tous ces avantages en nature font partie de la rémunération. Prime de fin d'année, elle est obligatoire si elle est reprise dans la convention collective de travail qui régit votre secteur. Parfois, il y a des participations financières aux bénéfices, etc., etc. Sachez encore que la rémunération doit être indexée. Ce n'est pas prévu par la loi, mais c'est prévu par les conventions collectives de travail. L'index est lié à l'indice sans santé et chaque année, on sait plus ou moins, non, on sait de manière précise quel sera ce nouvel index et les rémunérations doivent dès lors être indexées. Alors, les conditions de validité du contrat de travail, c'est tout d'abord les principes généraux du Code civil que l'on a vus l'année dernière. La capacité, le consentement et l'objet. La capacité pour les contrats repris dans le Code civil, c'est la majorité. Dans le cadre du contrat de travail, la capacité du travailleur peut être considérée et donnée à partir de 15 ans. Ce qui veut dire qu'une personne âgée de 15 ans peut valablement conclure un contrat de travail. Alors souvent les étudiants me disent « Oui monsieur, mais et l'école alors, et l'obligation scolaire ?» D'abord, ce peut être un contrat de travail en soirée. Ce n'est pas forcément un contrat de travail pendant le temps de l'obligation scolaire. Ça peut être un contrat le week-end. Ça peut être un contrat partiel, pas à temps plein. Ça peut être 15 heures semaine, 5 soirs, de 19h à 22h. Donc, il n'empiéterait pas sur l'obligation scolaire. Eh bien, un jeune de 15 ans peut valablement
signer ce genre de contrat de travail. Attention, ne confondez pas contrat de travail avec contrat d'étudiant. Ce n'est pas encore la même chose. Ici, on parle d'un contrat de travail, comme le contrat de travail qui lie certains éducateurs vis-à-vis de leur employeur. Ce ne sont pas des contrats d'étudiants, ce sont des contrats tout à fait classiques en droit du travail. L'objet du contrat. L'objet du contrat, il est double. D'une part, c'est le travail fourni. D'autre part, c'est la rémunération. La rémunération, on en a parlé. Voyons maintenant quel est l'objet du contrat dans le chef du travailleur. L'objet du contrat doit être soit précisé de manière précise, soit, dit la loi, déterminé ou déterminable. Il est clair que pour un éducateur, on ne va pas reprendre dans le contrat de travail toutes les tâches que l'on attend de lui. Lever les enfants, les mettre au déjeuner, les conduire à l'école, veiller à ce qu'ils soient bien habillés, à ce qu'ils se lavent, etc., etc. Mais à partir du moment où vous êtes engagé comme éducateur, l'objet du contrat est tout à fait déterminable. C'est le travail classique que l'on attend d'un éducateur. Je vous rappelle que l'objet du contrat doit être licite, c'est-à-dire qu'il ne peut pas être contraire à l'ordre public, c'est-à-dire au code pénal et aux bonnes mœurs. Alors, pourrait-il y avoir dans le contrat ce qu'on appelle des vices de consentement? Vous rappelez les vices de consentement que l'on a vus l'année dernière, et notamment la violence et le dol. Alors, en général, au moment où l'on conclut un contrat de travail, il n'y a pas de violence. Je ne vois pas un employeur qui vous obligerait à signer pareil contrat. Par contre, pendant toute la période d'exécution du contrat, vous auriez des employeurs qui demanderaient à ce que vous resigniez un avenant, soit pour diminuer vos heures, soit pour les augmenter, changer de lieu, etc., etc. Et que là, il pourrait y avoir une certaine violence, une certaine menace. L'employeur qui vous dirait, écoute, si tu ne signes pas ça, je vais devoir te mettre à un autre poste, je vais devoir te donner ton préavis, etc., etc. Il est clair que dans ce cas-là, bien sûr que le vice de violence, s'il existe et s'il peut être prouvé, va rendre ce contrat, ce nouveau contrat, cet avenant, tout à fait nul. Je peux vous dire que moi, dans ma profession d'avocat, j'ai déjà eu comme cliente une dame à qui son employeur lui avait fait signer sa démission avec un pistolet sur la tempe. Alors vous allez me dire, il faut bien sûr arriver à le prouver, mais il est bien clair que si c'est prouvé et si c'est avéré, cet avenant est tout à fait nul. Alors, à côté de la violence, on peut avoir le dol. Le dol, ce n'est pas vraiment de la violence, mais c'est le fait de vanter certaines qualités ou de cacher certaines choses dans le chef d'une partie vis-à-vis de l'autre. Ce sont donc des manœuvres commises par une partie pour inciter l'autre à signer le contrat. Alors, ces manœuvres, elles peuvent être actives ou passives. Exemple, lors de la conclusion du contrat, une des parties va cacher certaines informations à l'autre. Elle ne va pas lui dire, par exemple, qu'elle a travaillé dans le cadre d'un contrat chez un autre employeur, que ça s'est mal passé, qu'elle a peut-être été licenciée pour faute grave, et ce genre de choses. Si l'employeur vous le demande, vous êtes tenu de donner cette information.
Si vous mentez, il y a dol. Si vous ne le dites pas, il y a également dol. Et donc, le contrat pourrait être affecté d'un vice qui rendrait ce contrat nul par la suite. Alors, il y a bien sûr certaines choses qu'un employeur ne peut pas vous demander. Est-ce que vous êtes enceinte? Est-ce que vous êtes syndiqué? Quelle est votre religion? Et ce genre de choses. Mais les choses qu'il peut vous nous demander, si vous les cachez ou si vous mentez, vous commettez un dol qui peut entraîner par la suite la nullité du contrat. Alors, le travailleur. Le travailleur doit toujours être une personne physique. Ça ne peut pas être une personne morale. Donc, le travailleur, une personne physique, c'est-à-dire un être humain, né, vivant et viable, ayant au moins l'âge de 15 ans. L'employeur peut être une personne physique ou alors une personne morale, souvent dans le cadre des maisons d'enfants pour les éducateurs, c'est souvent une personne morale reprise comme une ASBL qui sera votre employeur. Cela est tout à fait licite. Je vous dis, cet employeur pouvant être ou une personne morale ou une personne physique. Alors, petite remarque. Dans le cadre des travailleurs intérimaires, la question quand même est de savoir qui est l'employeur de l'intérimaire. La réponse est simple, c'est l'agence intérim. L'agence, la boîte, comme on dit, intérim, est l'employeur de l'intérimaire, mais il est clair que l'autorité et le contrôle ne seront pas exercés par la boîte intérimaire, mais bien par la personne ou l'entreprise avec laquelle vous êtes en obligation d'exécuter votre contrat de travail. Alors, titre remarque, dans quelle langue est-ce que ce contrat doit être rédigé? Eh bien, cela dépend du siège social de l'employeur. Donc, pas du travailleur, mais bien de l'employeur. Région de langue allemande, c'est en allemand. Région de langue française, c'est le français. Région de langue néerlandaise, c'est le néerlandais. Alors, il reste le petit piège, bien sûr, c'est la région de Bruxelles capitale. Eh bien, dans la région de Bruxelles-Capitale, il faudra utiliser le français lorsque le travailleur est d'expression française et le néerlandais lorsque le travailleur est d'expression néerlandophone. Alors, j'avance un peu. Quels sont les types de contrats que l'on peut rencontrer dans le cadre d'un contrat de travail? Il existe plusieurs types de contrats. Ils sont surtout, la distinction se fait surtout entre les contrats à durée déterminée et les contrats à durée indéterminée. Alors, c'est assez simple. Le contrat à durée déterminée, c'est le contrat qui va s'achever au moment où le terme arrive à échéance. Alors, soit le terme est dans votre contrat repris de manière précise, on vous dit c'est un contrat
à durée déterminée et ce contrat reprend une date certaine, 3 mois jusqu'au 31 octobre 2020 par exemple. Ce contrat à durée déterminée, eh bien, il va prendre fin à son échéance. Il n'y a pas besoin d'envoyer une lettre. Le jour où le terme est atteint, le contrat s'arrête. Vous pourriez avoir aussi un contrat de remplacement. C'est-à-dire, je ne sais pas jusque quand exactement votre contrat gardera, j'ai envie de dire, toute sa vigueur, mais je sais que lorsque la personne que je remplace revient, mon contrat s'arrête. Donc là, je n'ai pas une date précise, mais je sais que je remplace Madame X et qu'au retour de Madame X, mon contrat s'arrête. Il s'agit d'un contrat de remplacement qui a un terme. Le terme, c'est le retour de la personne que je remplace. Troisième type de contrat à durée déterminée, c'est ce qu'on appelle le travail nettement défini. Alors là, vous ne remplacez personne, mais lorsque votre travail bien précis est terminé, votre contrat s'arrête. C'est souvent le cas pour des travailleurs saisonniers, par exemple la récolte des fraises, la récolte des pommes. On ne sait pas combien de temps on va prendre cette récolte, mais une chose est sûre, c'est que quand il n'y a plus de fraises et quand il n'y a plus de pommes, eh bien votre contrat s'arrête parce que la tâche nettement définie qui était reprise dans votre contrat a été remplie. À côté de ces contrats à durée déterminée, on a des contrats à durée indéterminée. C'est-à-dire que vous travaillez et qu'il n'y a pas de terme repris dans le contrat qui mettra une fin au contrat. Alors, première remarque, c'est qu'un contrat de travail ne peut jamais être conclu à vie. Donc, ça, c'est la première chose. C'est l'article 7 de la loi du 3 juillet 78 qui dit bien que le contrat de travail ne peut jamais être conclu à vie. Alors, quel est au niveau de la forme, c'est-à-dire de l'instrumentum, la grande différence entre les différents types de contrats dont je viens de vous parler, déterminés, indéterminés, c'est que les contrats à durée déterminée doivent toujours être conclus par écrit. Il faut un écrit. Pour les contrats à durée déterminée, cet écrit n'est pas forcément nécessaire. Il peut bien sûr y en avoir un qui servira de mode de preuve, mais ce n'est absolument pas obligatoire. Si vous arrivez à prouver que vous avez travaillé pour quelqu'un, et souvent c'est des témoignages ou la fiche de salaire, et qu'il n'y a pas de contrat écrit, vous êtes en contrat de travail à durée indéterminée. Alors, me pose souvent la question de savoir est-ce que des contrats à durée déterminée peuvent se succéder. Alors la réponse est oui. Il peut être conclu au maximum 4 contrats à durée déterminée. Ces contrats ne peuvent jamais être inférieurs à 3 mois et la durée totale de ces 4 contrats successifs ne peut dépasser 2 ans. Alors sachez quand même que suite aux difficultés économiques et aux difficultés d'emploi, le principe que je viens de vous donner est parfois battu en brèche et parfois certaines dispositions légales autorisent quand même que l'on puisse, avec une autorisation bien spécifique, conclure plus de contrats à durée déterminée
que ceux que je viens de vous dire. Parfois, on peut avoir des contrats à durée déterminée qui se succèdent, mais la durée totale de tous ces contrats successifs ne peut dépasser 3 ans. Et si, après ce terme, un nouveau contrat à durée déterminée viendrait à être conclu, eh bien ce contrat à durée déterminée sera immédiatement, d'un point de vue légal, déclaré un contrat à durée indéterminée. Alors sachez aussi que le travailleur à durée déterminée ne peut pas être discriminé par rapport à un autre travailleur, lui engagé pour une durée indéterminée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'il y a des postes vacants dans une entreprise ou dans une institution, le travailleur à durée déterminée est quand même prioritaire par rapport à un autre travailleur qui ne travaillerait pas dans l'entreprise pour que son contrat à durée déterminée soit revu en un contrat à durée indéterminée. Alors sachez que ces contrats à durée déterminée, en principe, ne peuvent pas être, comment vais-je dire, ne peuvent pas s'arrêter de par la volonté des parties. Vous devez, en principe, sauf l'accord de l'employeur, mener votre contrat jusqu'à son terme. Il y a des possibilités lors de la première moitié d'exécution du contrat de travail, de ce contrat de travail à durée déterminée, de le rompre, mais je ne vais pas rentrer dans les détails par rapport à cela. Je pense que c'est un peu compliqué de vous apprendre tout cela par vidéo interposée. Alors, le temps de travail par rapport donc à ces contrats, on a soit un contrat à temps partiel ou un contrat à temps plein. Sachez que les contrats à temps partiel, même à durée indéterminée, doivent être constatés eux aussi par écrit. Sachez que le travail à temps partiel, le contrat ne peut pas être inférieur à un tiers-temps, sauf parfois certaines dérogations spécifiques, mais en principe, le minimum d'un contrat à temps partiel, c'est un tiers-temps. Alors, le travailleur à temps partiel peut quand même demander le maintien de ses droits comme s'il était travailleur à temps plein au niveau du chômage. Pourquoi? Lorsque le travailleur qui est à temps partiel n'a pas voulu être à temps partiel, mais qu'il n'a pas eu le choix de prendre ce travail à temps partiel-là parce qu'il n'en trouvait pas d'autre, et qu'à un moment il retomberait, comme on dit, au chômage, eh bien, il pourrait bénéficier du chômage à temps plein. Vous ne perdez quelque part votre droit au chômage à temps plein que lorsque vous avez fait le choix volontaire d'un contrat de travail à temps partiel. Alors, j'essaie de voir avec vous ce qui est quand même le plus important. Et oui. Alors, autre remarque. Pourrait aussi survenir pendant l'exécution de votre travail, l'exécution de vos contrats de travail, des modifications
des modifications dans le chef d'éléments essentiels de votre contrat. Exemple, l'horaire. Si, lorsque vous avez signé votre contrat, l'horaire était nettement défini et qu'il faisait partie vraiment de l'objet même de votre contrat, c'est-à-dire que si vous n'aviez pas eu cet horaire-là, eh bien, vous n'auriez pas signé. Il est clair qu'à partir du moment où c'est un élément essentiel du contrat et qui est repris tel quel dans votre contrat écrit, que l'employeur ne pourra pas, sauf bien sûr si vous êtes d'accord, l'échanger de manière unilatérale. Ce qui n'est pas repris comme clause essentielle de votre contrat de travail, eh bien, votre employeur garde le droit de les modifier unilatéralement, c'est-à-dire sans vous avoir demandé votre avis et votre accord. Alors, j'attire aussi l'attention, donc votre attention, sur ce qu'on appelle le secret professionnel. Alors, le secret professionnel, on peut l'avoir, on peut le rencontrer en droit à deux endroits. Un, c'est l'article 458 du Code pénal. Pour faire simple, toutes les personnes qui sont dans le cadre d'une relation d'aide, les médecins, les infirmiers, les assistants sociaux, les éducateurs sociaux, sont tenus, de par l'article 458 du Code pénal, au secret professionnel. Le secret professionnel, son contenu, c'est tout. C'est-à-dire tout ce que vous avez pu lire, entendre, vu, etc., font partie du secret professionnel. Et si vous les révélez, dans certains cas, même avec l'accord du résident, ça c'est très très important, même si le résident vous dit « je t'autorise à le dire », vous ne pouvez pas le dire. Eh bien, si vous commettez cette révélation de ce secret, vous pouvez être puni par le Code pénal et une certaine peine. Mais en plus de cela, dans votre contrat de travail, et là ce ne sera pas forcément le Code pénal qui s'appliquera, mais le contrat de travail qui s'appliquera, l'employeur pourrait, j'ai envie de dire, augmenter cette part de secret professionnel et vous empêcher de révéler des autres choses qui sont plus larges que la matière du secret professionnel. Si vous révélez ces choses-là, vous ne serez pas forcément puni par le Code pénal, mais vous pourriez devoir donner à votre employeur des dommages et intérêts parce qu'il y avait certaines choses que vous ne pouviez pas révéler et que vous avez quand même révélées et qui ne sont pas des révélations propres au Code pénal et à son article 458. Alors, oui, sachez aussi que, et ça on l'a vu l'année dernière, lorsque vous commettez dans le cadre de votre travail accidentellement un dommage à un tiers, c'est d'abord votre employeur qui sera tenu d'indemniser la victime. Ça ne pose pas trop de problèmes pour les employeurs, vu que les employeurs doivent être assurés par une assurance, par une compagnie d'assurance, des risques et des dommages que les travailleurs pourraient occasionner à un tiers.
Le problème est le suivant, c'est que lorsque l'assureur a payé, est-ce que l'assureur pourrait se retourner sur le travailleur pour lui demander de rembourser la somme qu'il a déjà payée? Alors, la réponse est oui, si et seulement si le travailleur a commis ce que l'on appelle une faute lourde. Alors, on a vu l'année dernière ce qu'était la faute lourde. Je vais vous le répéter aujourd'hui. Alors, la faute lourde, ce n'est pas ce que l'on appelle la faute grave. La faute lourde, c'est la faute que n'aurait pas commise le bon père de famille dans le cadre du contrat de travail s'il avait été placé dans les mêmes circonstances. Alors, ce bon père de famille, ce n'est pas un surhomme, ce n'est pas Superman, donc il peut faire des erreurs, il peut commettre des fautes, mais c'est la personne qui a pris toutes les précautions pour que ça n'arrive pas. Et malgré les précautions que le bon père de famille a pris, il y a quand même un accident. Eh bien, si vous, lorsque vous commettez un dommage à quelqu'un dans le cadre de votre contrat de travail, vous n'avez pas commis de faute lourde, c'est-à-dire que le bon père de famille aurait commis la même faute que celle que vous avez commise, eh bien, l'assurance ne peut pas vous réclamer de rembourser le paiement des sommes qu'elle a décaissées. Si maintenant il s'agissait du contraire, autrement dit, le bon père de famille n'aurait jamais fait ce que vous avez fait qui a causé dommage à un tiers. Eh bien, dans ce cas-là, l'assurance, après avoir payé la victime, va pouvoir se retourner sur vous et vous réclamer le remboursement des sommes qu'elle a déjà payées. C'est pour cela qu'il existe des assurances, responsabilité professionnelle, et je pense aux éducateurs, qui, si jamais ils devaient rembourser les sommes que l'assurance de leur employeur a payées, mais viendraient payer à la place de l'éducateur. Alors, ce sont des assurances qui ne coûtent pas énormément cher. Moi, je vous conseille quand même de vous renseigner et d'en souscrire une, parce que votre responsabilité pourrait être engagée et les sommes pourraient être considérables. Vous allez avec des enfants au magasin faire des courses, vous vous retournez, il y a un enfant qui part sur la route et qui se fait écraser par une voiture. Est-ce que vous avez commis ou pas une faute lourde? Est-ce que le bon père de famille, lorsqu'il va faire les courses avec des enfants, réagit comme vous? Si la réponse est non, et si votre responsabilité peut être engagée, la vie d'un enfant, on évite à des sommes de... s'il a ses deux parents, des frères et des grands-parents, on va monter à plus de 100 000 €. Donc vous voyez que c'est peut-être important de souscrire une assurance professionnelle, risque professionnel éducateur, pour le cas où l'assurance de votre employeur viendrait vous demander à rembourser des sommes qu'elle a ainsi décaissées. Voilà, je vais arrêter ici pour la première partie du contrat de travail. La deuxième partie sera consacrée à la rupture du contrat de travail et nous aurons comme ça fait le tour, grosso modo, de la matière que je devais voir avec vous. Voilà, donc cette première partie, le droit du travail, s'arrête ici et je vais la mettre sur la plateforme. Enfin, je vais essayer parce que ce n'est pas toujours évident.
et je vous enverrai alors la suivante pour que vous puissiez peut-être y travailler pendant ces vacances de Pâques. Voilà, je vous remercie de votre attention et à bientôt.